Vous avez peut-être déjà pris des décisions importantes. Par exemple, changer de travail, lancer un projet, reprendre une formation, adopter de nouvelles habitudes, décider de prendre un nouveau départ. Sur le moment, tout semble clair. Vous avez le sentiment d'avoir choisi une nouvelle direction. Vous êtes convaincu que cette décision va modifier durablement le cours de votre vie. Et pourtant, quelques mois plus tard, un constat revient souvent. Les mêmes priorités reprennent leur place, les mêmes arbitrages réapparaissent, les mêmes renoncements reviennent. Comme si, malgré vos bonnes résolutions, votre vie finissait progressivement par retrouver un équilibre familier. Alors, une question se pose. Pourquoi certaines décisions transforment-elles réellement une vie alors que d'autres semblent peu à peu perdre leur élan? Pourquoi certains changements s'installent durablement quand d'autres disparaissent presque sans laisser de traces? Et si le véritable problème n'était pas nos décisions elles-mêmes, mais ce qui organise déjà ces décisions? Dans cet épisode, nous allons découvrir pourquoi reprendre le contrôle de sa vie ne consiste pas à tout maîtriser, ni à exercer davantage de volonté. Nous allons découvrir que le véritable levier se situe ailleurs, dans la compréhension de ce qui organise déjà notre trajectoire et dans notre capacité à exercer progressivement une influence sur cette organisation. Depuis le début de cette série, nous avançons pas à pas autour d'une même question. Que signifie réellement reprendre le contrôle de sa vie? Au premier abord, cette expression semble aller de soi. Nous imaginons spontanément que reprendre le contrôle consiste à mieux maîtriser les événements, à prendre de meilleures décisions ou à exercer davantage de volonté. Pourtant, au fil des épisodes, nous avons progressivement déplacé notre regard. Nous avons vu d'abord que le problème n'était pas un manque de capacité. La plupart d'entre nous possèdent bien plus de ressources qu'ils ne le pensent. Ce qui fait souvent défaut, ce n'est pas la capacité d'agir, mais la capacité à exercer une influence consciente sur la direction que prend notre vie. Nous avons ensuite découvert qu'une trajectoire n'est jamais réduite à une seule direction. Plusieurs directions coexistent presque toujours. Elles entrent parfois en concurrence, parfois en complémentarité. L'enjeu n'est donc pas de trouver une direction unique, mais de comprendre laquelle prend progressivement le dessus sur les autres. Enfin, nous avons vu qu'une décision ne transforme pas une vie parce qu'elle est importante ou spectaculaire. Elle devient véritablement structurante lorsqu'elle commence à organiser graduellement les autres décisions qui suivent. Néanmoins, cette conclusion laissait une question ouverte, à savoir si certaines décisions deviennent structurantes parce qu'elles organisent les autres, qu'est-ce qui organise cette organisation? Pourquoi certaines décisions finissent-elles par structurer durablement notre trajectoire, tandis que d'autres restent de simples intentions? Et surtout, que signifie réellement reprendre le contrôle de sa vie si nous ne pouvons ni prévoir tous les événements, ni maîtriser toutes les circonstances? Ces questions nous conduisent à changer une nouvelle fois de perspective, car il est possible de voir que le véritable levier
ne se situe ni dans les événements que nous rencontrons, ni même dans les décisions que nous prenons. Il est peut-être déjà à l'œuvre, au cœur même de notre trajectoire. Avant de chercher donc à transformer notre vie, encore faut-il comprendre ce qui, aujourd'hui, lui donne déjà sa cohérence. Pour commencer, nous allons d'abord déconstruire une illusion. Car nous aimons à penser que notre trajectoire est la conséquence directe de nos décisions. Cette idée est rassurante. Elle nous donne le sentiment que chaque fois que nous faisons un choix important, nous reprenons un peu plus le contrôle de notre vie. Nous imaginons alors qu'il suffira de prendre la bonne décision pour que le reste suive naturellement. Pourtant, l'expérience montre souvent une réalité plus nuancée. Combien de fois avons-nous décidé de consacrer davantage de temps à un projet qui nous tient à cœur avant de voir progressivement nos anciennes habitudes reprendre leur place? Combien de fois avons-nous promis de modifier notre manière de travailler, de prendre davantage soin de nous, de développer une nouvelle compétence ou de changer de direction, avant de constater quelques mois plus tard que notre quotidien s'est réorganisé presque comme auparavant? Ce constat est suffisamment fréquent pour mériter que nous nous y arrêtions un instant. La première explication qui nous vient généralement à l'esprit est simple. Nous pensons avoir manqué de volonté, de discipline ou de motivation. Nous concluons alors que nous aurions dû être plus déterminés, plus constants ou plus courageux. Mais cette explication est-elle réellement suffisante? Si tout dépendait uniquement de notre volonté, pourquoi certaines décisions semblent-elles s'enraciner naturellement alors que d'autres s'essoufflent malgré tous nos efforts? Pourquoi certaines décisions finissent-elles par organiser progressivement notre quotidien, tandis que d'autres demeurent à l'état d'intention? Il est peu probable que ces différences s'expliquent uniquement par la qualité de nos décisions. Lorsque l'on observe une trajectoire dans la durée, un phénomène attire rapidement l'attention. Nos choix ne s'enchaînent pas par hasard. Nos priorités présentent une certaine continuité. Nos arbitrages reviennent souvent selon les mêmes logiques. Nous consacrons régulièrement notre temps aux mêmes catégories d'activités. Nous protégeons certaines choses avec la même constance et nous renonçons tout aussi régulièrement à d'autres possibilités. Pour le dire en d'autres termes, lorsque nous prenons suffisamment de recul, notre trajectoire semble manifester une certaine forme de cohérence. Une cohérence qui dépasse chacune de nos décisions prises isolément, comme si celle-ci ne constituait pas le véritable point de départ de notre trajectoire, mais s'inscrivait déjà dans une organisation plus profonde. Cette hypothèse change profondément notre manière de regarder notre vie, car si nos décisions suivent elles-mêmes une certaine logique, alors le véritable enjeu n'est peut-être plus de prendre toujours les mêmes décisions ou de prendre toujours de meilleures décisions. Il devient de comprendre d'où vient cette logique et pourquoi elle oriente si souvent notre trajectoire dans une même direction. Maintenant, si l'on observe une trajectoire avec suffisamment de recul, un phénomène devient difficile à ignorer. Nous allons voir que nos décisions ne sont pas isolées les unes des autres, que nos choix semblent se regrouper autour de certaines logiques récurrentes, que certaines directions finissent par occuper plus de place que d'autres. Certaines vont devenir centrales, d'autres vont devenir périphériques. On va voir que certaines directions influencent fortement nos choix futurs, tandis que d'autres vont s'effacer progressivement.
Nous allons voir également que nos priorités, nos arbitrages, nos attentions, nos engagements finissent par converger vers des directions bien spécifiques. C'est comme si quelque chose en amont de nos décisions orientait déjà la manière dont nous les prenons. Ce processus ne résulte pas uniquement de décisions conscientes. Il résulte surtout d'un ensemble de facteurs qui s'accumulent dans le temps. Et peu à peu, une forme de stabilité va apparaître. Une direction dominante commence à structurer l'ensemble. Sans toujours être nommée, sans toujours être explicitement choisie, mais en orientant concrètement la manière dont les autres éléments s'organisent. Il est important de comprendre ici qu'il ne s'agit pas d'une force extérieure mystérieuse, ni d'un déterminisme rigide qui déciderait à notre place. Il s'agit plutôt d'un phénomène beaucoup plus simple et pourtant souvent invisible tant qu'on ne le regarde pas sous cet angle. Or, nous avons tendance à confondre souvent ce qui est visible, notamment nos décisions, nos actions, nos résultats, avec ce qui les organise, c'est-à-dire la logique qui relie l'ensemble. Pourtant, lorsqu'une trajectoire est observée dans la durée, une forme de cohérence apparaît progressivement. À chaque période de notre vie, quelque chose tend à organiser spontanément notre manière de vivre. Cela va influencer ce à quoi nous consacrons notre temps. Cela influence aussi ce que nous considérons comme prioritaire. Cela influence les décisions que nous jugeons acceptables. Cela influence les efforts que nous sommes prêts à fournir. Et cela influence également et parfois de manière très subtile ce que nous finissons par abandonner. Autrement dit, il existe toujours, à un moment donné, une logique dominante qui structure progressivement notre trajectoire. Nous appellerons cela ici le principe organisateur. Le principe organisateur. Le principe organisateur n'est pas une intention consciente. Ce n'est pas non plus une valeur que l'on affiche. Et ce n'est pas forcément ce que nous disons vouloir pour notre vie. Le principe organisateur est ce qui, concrètement, organise déjà nos arbitrages dans la réalité. Selon les périodes, il peut prendre différentes formes. Pour certaines personnes, il peut être la sécurité, pour d'autres la reconnaissance, pour d'autres encore un projet, une relation, une peur, une quête de sens ou une volonté de contrôle. Mais dans tous les cas, il occupe une fonction précise, celle d'organiser la trajectoire. Il est ce autour de quoi les décisions finissent par s'ordonner, ce qui explique une chose essentielle, que deux personnes peuvent avoir des intentions similaires, des ambitions proches, des objectifs comparables et pourtant produire des trajectoires totalement différentes. Non pas parce qu'elles ne savent pas décider, mais parce que ce qui organise leurs décisions n'est pas le même principe organisateur. À ce stade donc, une distinction devient fondamentale. Nous ne sommes pas en train de dire que nos intentions sont fausses. Nous sommes en train de dire qu'il ne s'agit pas toujours de ce qui organise effectivement notre vie. Nos intentions ne sont pas toujours ce qui organise effectivement notre vie. Et cette différence change tout dans la manière de lire la direction que prend notre vie aujourd'hui ou les résultats que nous sommes en train d'obtenir. Afin de comprendre cela plus clairement maintenant, il nous faut partir d'un fait simple. Et pour ce faire, nous allons prendre un exemple assez courant. Imaginons une personne qui affirme vouloir créer son entreprise. C'est une intention claire, une direction assumée,
un projet de vie qu'elle considère important. Elle en parle donc, elle y pense régulièrement, elle peut même commencer à poser certaines actions dans ce sens. Cependant, si l'on observe sa trajectoire sur une période suffisamment longue, un autre récit apparaît. Elle consacre l'essentiel de son énergie à sécuriser sa situation actuelle. Elle accepte des responsabilités supplémentaires dans son emploi principal. Elle évite les prises de risques qui pourraient fragiliser sa stabilité. Elle reporte les décisions qui demanderaient un engagement financier ou temporel important. Elle privilégie de manière répétée des options qui garantissent un maintien de ses acquis. Pris isolément, chacun de ces choix semble parfaitement rationnel, mais mis bout à bout, elle dessine une logique très cohérente. Une logique qui n'est pas celle du projet entrepreneurial, mais plutôt celle de la sécurité. Autrement dit, ce qui organise effectivement sa trajectoire aujourd'hui n'est pas ce qu'elle dit vouloir construire. C'est un autre principe qui structure concrètement ses arbitrages. Maintenant, regardons la même personne sous un autre angle. Imaginons qu'au fil du temps, certaines choses commencent à changer. Elle ne modifie pas encore complètement sa vie, mais elle commence à réorganiser ses choix. Elle consacre chaque semaine un temps dédié à son projet entrepreneurial. Elle accepte progressivement de réduire certaines dépenses pour libérer des ressources. Elle commence à se former, à tester, à explorer. Elle développe des contacts dans un nouvel environnement et surtout, elle commence à refuser certaines opportunités qui la maintiennent uniquement dans la logique de sécurité. Rien de spectaculaire ne s'est encore produit. Et pourtant, quelque chose de fondamental est en train déjà de se transformer. Les décisions ne racontent plus exactement la même histoire. Elles ne s'alignent plus sur la même logique implicite. Le principe qui organise ces choix n'est plus exactement le même. Dans le premier cas, la sécurité structure l'ensemble des arbitrages. Dans le second, une autre direction commence graduellement à occuper cette fonction. Et c'est précisément cela qui est déterminant, car ce qui change une trajectoire n'est pas uniquement la nature d'un projet, c'est le principe qui concrètement organise les décisions autour de ce projet. Tant que le principe reste inchangé, les intentions ont peu de chance d'aboutir et de transformer durablement la trajectoire. Mais dès qu'il commence à évoluer, même lentement, la trajectoire entière commence à se réorganiser. Ensuite, il nous faut redéfinir quelques termes. Jusqu'ici, nous avons utilisé une expression que chacun comprend intuitivement. L'expression reprendre le contrôle de sa vie. Reprendre le contrôle de sa vie. Lorsque nous entendons cette expression, nous imaginons souvent quelque chose de très précis. Contrôler ce qui nous arrive, par exemple. Contrôler les événements. Contrôler les autres. Contrôler les résultats. Contrôler les circonstances, etc. Autrement dit, exercer une forme de maîtrise sur ce qui se produit à l'extérieur de nous. Mais cette définition rencontre rapidement une difficulté, car nous allons voir assez vite que nous ne contrôlons pas la plupart des événements de notre vie. Nous ne contrôlons pas les circonstances, nous ne contrôlons pas les opportunités qui se présentent à nous et nous contrôlons encore moins ce que les autres vont décider de faire ou de ne pas faire. Et donc, tenter de tout contrôler conduit souvent à une forme de tension permanente, voire d'épuisement. Il devient alors nécessaire de clarifier ce que nous entendons réellement par contrôle, par l'expression reprendre le contrôle
de sa vie. Car si nous reprenons les éléments observés jusqu'ici, une chose apparaît clairement. Nos décisions ne sont pas indépendantes les unes des autres. Nos priorités reviennent, nos arbitrages se répètent, nos renoncements suivent souvent les mêmes logiques. Autrement dit, quelque chose organise déjà notre trajectoire de l'intérieur. Ça, c'est le premier constat. Et c'est ici que la notion de contrôle peut maintenant être reformulée. Reprendre le contrôle de sa vie ne va plus signifier maîtriser davantage les événements. Il ne s'agira plus d'imposer un résultat ni de forcer le réel à obéir à nos intentions, ni même accumuler les décisions toujours plus correctes. Reprendre le contrôle va désormais signifier autre chose. Reprendre le contrôle de sa vie va consister à comprendre et influencer ce qui organise déjà notre trajectoire. Et donc le contrôle dont nous parlons ici n'est pas le contrôle des résultats, c'est le contrôle des conditions qui rendent certains résultats plus probables que d'autres. Le contrôle des conditions qui rendent certains résultats plus probables que d'autres. Autrement dit, le contrôle ne porte plus sur les événements eux-mêmes, il porte sur ce qui graduellement les rend possibles. Cela suppose dès lors de devenir capable de comprendre ce qui organise déjà notre trajectoire, comprendre la manière dont les différentes forces de notre vie sont orientées, organisées et mises en cohérence dans le temps, puis progressivement apprendre à exercer une influence sur cette organisation elle-même. C'est un déplacement vraiment essentiel car il change complètement le niveau auquel nous agissons. Au lieu d'agir uniquement sur des décisions isolées, désormais nous allons commencer à agir aussi sur la logique qui relie ces décisions entre elles. Au lieu de chercher à mieux contrôler chaque événement, nous apprenons à observer ce qui en amont oriente déjà nos choix. Et c'est précisément à ce niveau que se jouent les transformations les plus durables. Non pas dans la maîtrise ponctuelle des situations, mais dans l'évolution progressive de ce qui structure notre manière même de décider. Il existe en réalité une différence fondamentale entre contrôler ce qui arrive et influencer ce qui organise la manière dont nous réagissons à ce qui arrive. Je répète, il existe en réalité une différence fondamentale entre contrôler ce qui arrive et influencer ce qui organise la manière dont nous réagissons à ce qui arrive. Le premier niveau est limité, le second est structurel, et c'est à ce second niveau que devient possible une influence durable sur notre trajectoire. Tout cela étant dit, une question demeure maintenant. Si notre trajectoire est effectivement organisée par un principe structurant, ce principe reste-t-il toujours le même ou peut-il évoluer au cours d'une vie? L'expérience semble montrer qu'il n'est pas figé. Une trajectoire peut en effet à certains moments changer progressivement de logique organisatrice, sans que tout bascule brutalement, sans rupture spectaculaire, mais à travers une série de réajustements successifs. Un principe organisateur peut donc perdre progressivement de sa centralité, un autre peut commencer à émerger, non pas parce que le premier était faux, ni parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il répondait à une autre phase de vie, à d'autres contraintes, à d'autres besoins, à un autre rapport au monde. Par exemple, une période de vie peut être principalement structurée par la recherche de sécurité. Puis avec le temps, cette sécurité peut être graduellement acquise. Ce qui organisait autrefois les décisions continue alors d'exister,
mais ne suffit plus à soutenir ce qui cherche désormais à émerger. À partir de ce moment, une tension apparaît souvent. Certaines décisions continuent d'être prises selon l'ancien cadre, alors même qu'une nouvelle direction commence à appeler la trajectoire. C'est souvent dans ces périodes que naissent les sensations de blocage, d'incohérence ou de stagnation. Non pas parce que la personne ne sait plus décider, mais parce que plusieurs logiques d'organisation commencent à coexister. L'une demeure encore dominante, l'autre cherche progressivement à prendre sa place. Et entre les deux, les arbitrages deviennent parfois moins lisibles, voire conflictuels. C'est aussi pour cette raison que certaines transformations ne se produisent pas immédiatement. Ces transformations ne dépendent pas uniquement d'une volonté de changement. Elles dépendent aussi de la capacité d'un nouveau principe organisateur à prendre le dessus et commencer à organiser la trajectoire plus fortement que l'ancien. À ce stade, une nouvelle question apparaît naturellement. Si une trajectoire peut être réorganisée, quels sont les éléments qui influencent cette réorganisation? Qu'est-ce qui renforce un principe organisateur plutôt qu'un autre? Et comment concrètement une nouvelle logique parvient-elle à s'installer dans une vie? C'est ce que nous commencerons à explorer dans la suite de cette série. En résumé, pendant longtemps, nous avons eu tendance à associer le fait de reprendre le contrôle de sa vie à une idée simple. Mieux décider, être plus lucide dans ses choix, être plus discipliné ou encore maîtriser ce qui nous arrive. Dans cette perspective, la vie est perçue comme une succession de décisions isolées, dont certaines seraient justes et d'autres moins justes. Et reprendre le contrôle consisterait alors à améliorer cette succession. Mais à mesure que nous avançons dans cette réflexion, une autre lecture apparaît, à savoir que nos décisions ne sont pas isolées, nos choix ne sont pas indépendants les uns des autres et nos trajectoires ne sont pas le simple résultat d'un enchaînement d'initiatives personnelles. Quelque chose les relie, quelque chose les organise et ce quelque chose n'est pas toujours visible au premier regard. Nous avons appelé cela le principe organisateur. Il ne s'agit pas d'une entité cachée ni d'une force mystérieuse, mais de ce qui concrètement donne une cohérence progressive à nos arbitrages, à nos priorités, à nos engagements et à nos renoncements. Autrement dit, une cohérence à notre trajectoire réelle. Ainsi, reprendre le contrôle de sa vie ne consiste pas à mieux maîtriser les événements, ni à forcer de meilleures décisions. Il consiste à comprendre ce qui organise déjà notre trajectoire, puis à apprendre graduellement à exercer une influence plus consciente sur cette organisation. Car lorsqu'une logique devient visible, elle cesse d'agir entièrement dans l'ombre. Et ce qui devient visible devient généralement plus influençable. C'est un déplacement essentiel car il transforme notre manière de regarder notre vie. Nous ne la percevons plus comme une série de choix à optimiser, mais comme une structure en cours d'organisation. Et cette structure n'est pas figée, elle peut évoluer, elle peut se transformer, à condition de commencer à en comprendre la logique. À partir de là, bien sûr, une nouvelle manière de penser s'installe. Face à une difficulté, une hésitation ou une répétition dans nos comportements, la question change. Nous ne nous demandons plus seulement que devrais-je faire, mais plutôt qu'est-ce qui organise déjà ce que je fais? Qu'est-ce qui organise déjà ce que je fais? Et cette seconde question est souvent beaucoup plus féconde que la première, car cette simple question modifie profondément notre regard.
Tant que cette question reste invisible, nous risquons de lutter contre les effets sans jamais voir ce qui les produit. Mais lorsque cette question devient consciente, une nouvelle forme d'influence devient possible. En outre, elle ouvre un autre niveau de compréhension, un niveau où la vie n'est plus seulement une suite de décisions, mais un système en organisation permanente. C'est à partir de ce niveau-là que les questions suivantes pourront être abordées, non plus en surface, mais en profondeur, c'est-à-dire dans la structure même de ce qui oriente notre trajectoire. Une fois que l'on comprend donc qu'une trajectoire est organisée par un principe structurant, nous pouvons maintenant pousser notre réflexion plus loin. Si ce principe organise déjà nos choix, nos priorités, nos engagements, etc., qu'est-ce qui influence ce principe lui-même? Qu'est-ce qui le renforce? Qu'est-ce qui contribue à le maintenir dans le temps? Qu'est-ce qui, au contraire, peut progressivement le transformer? En d'autres termes, si notre vie est déjà organisée à un niveau profond, quels sont les éléments qui participent à cette organisation? Nous pouvons commencer à en distinguer quelques-uns, sans encore les détailler, sans encore les analyser, simplement en les reconnaissant comme des zones d'influence. Par exemple, l'environnement dans lequel nous évoluons, les relations que nous entretenons, la manière dont nous utilisons notre énergie, la vision que nous construisons de notre vie, les habitudes que nous répétons, etc., etc. Chacun de ces éléments ne produit pas directement une trajectoire, mais chacun influence d'une manière ou d'une autre ce qui finit par organiser cette trajectoire. C'est pour cette raison qu'ils sont essentiels et que nous allons les étudier, car ils ne sont pas périphériques. Ils participent à la formation même du principe organisateur. À partir de là, une nouvelle étape de compréhension devient possible pour nous. Nous n'allons plus seulement chercher à identifier ce qui organise notre trajectoire. Nous allons commencer d'abord à explorer ce qui organise l'organisation elle-même. Comment certaines structures prennent forme, comment elles se stabilisent et comment parfois elles peuvent évoluer. Et c'est ce que nous allons bien évidemment commencer à explorer dans la suite de cette série. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Dites-nous ce que vous avez pensé des pistes que nous avons explorées dans cet épisode. Si certaines situations évoquées dans cet épisode vous parlent personnellement, vous pouvez les partager en commentaire, bien sûr. Enfin, si ces réflexions vous aident à clarifier certains aspects de votre vie, pensez vraiment à suivre la chaîne pour les publications à venir. Je vous retrouve donc au prochain épisode. C'était Sophia. Merci de votre attention.